Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus pour cette conférence de presse intermédiaire, j'allais dire, qui va permettre de faire un peu le point sur l'actualité et les chiffres de l'immobilier en Savoie-Mont-Blanc sur le début de l'année 2025. Donc, je vous présente le président fédéral, Loïc Quentin. Nous avons la chance de l'avoir à nos côtés et vous pourrez lui poser des questions ou l'interviewer éventuellement à la fin de notre présentation. Bérangère Servat à mes côtés, qui est présidente adjointe de la FNAIM Savoie-Mont-Blanc et qui pourra notamment intervenir sur tout ce qui est montagne, entre autres, pas uniquement, mais spécialisée avec des agences qui ont une activité en montagne en Savoie. Et puis Louis Mollard, qui est notre représentant commission syndic et également faisant partie de la commission statistique de notre chambre FNAIM. Donc sans plus attendre, je vous propose que l'on démarre par notre PowerPoint avec ce sommaire, les chiffres clés, donc le marché de la transaction, le marché de la location. On parlera ensuite du marché de la montagne, mais également du DPE avec un rappel du calendrier et puis un focus sur les meublés de tourisme et la loi Le Meur qui a été promulguée en novembre 2024 et que l'on commence un petit peu mieux maintenant à appréhender, à décrypter et à maîtriser. Donc, concernant la répartition des ventes de logements avec les chiffres du label, le laboratoire économique du logement, qui est un organisme interne à la FNAIM, qui se nourrit de différentes statistiques et de différentes données collectées pour rendre ensuite des statistiques. Donc, on a nos prix au 31, nos volumes, pardon, au 31 juillet 2025 pour notre chambre SMB, c'est-à-dire nos 3 départements que sont l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie et qui s'élèvent à 30 438 logements vendus de août 2024 à juillet 2025 sur nos territoires, alors que la France est à 907 000 logements vendus sur cette même période. Donc nous pourrons voir que c'est une augmentation et que c'est une reprise, même si elle n'est pas extraordinaire, c'est quand même une reprise avérée. On a l'historique du nombre de logements vendus sur toujours notre chambre, toujours arrêté au 31 juillet 2025 et annualisé. Donc quand on peut voir ce graphique, il est intéressant puisque on voit qu'on retrouve des volumes qui sont à peu près comparables à 2017-2018. C'est mieux que 2024. Évidemment que c'est bien en deçà des 2 années absolument exceptionnelles que nous avons connues post-Covid, c'est-à-dire 2021 et 2022. Alors maintenant, le marché de la transaction, bien sûr, avec le nombre de ventes de logements en Rhône-Alpes. On vous fait sur cette slide le détail entre l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie et on peut constater l'évolution en volume, toujours, on ne parle pas de prix, en volume, où on s'aperçoit que la Haute-Savoie est la plus dynamique, avec près de 10% d'augmentation sur les 12 derniers mois glissés que j'évoquais, arrêté à juillet 2025, alors que pour la Savoie et l'Ain, c'est légèrement en retrait, 5,5 ou 5,8. C'est par rapport à la région, qui est à 6,6 ou Total France. C'est vrai que c'est un peu disparate puisque on s'aperçoit que le Haute-Savoie tire un petit peu le train vers le haut et que quand même nos 3 départements sont quand même dans un rebond et une reprise des ventes. Maintenant, on parle un petit peu de prix avec le prix des logements et leur évolution, ce qui est intéressant aussi sur nos 3 départements. On voit que les statistiques les plus récentes qui sont sorties là pour le coup au 1er octobre 2025 indiquent pour la Haute-Savoie plus 0,7, 0,1 pour la Savoie, donc on est vraiment en stabilité, plus 0,6 dans l'Ain. Et on voit qu'on n'a pas connu de baisse, parce qu'évidemment quand on revient sur il y a 10 ans, il y a 5 ans, on voit bien que plus 30, plus 36, plus 26. 5 ans c'est des gros montants d'évolution aussi, mais depuis 2 ans, on voit bien qu'on est soit à plus 0, à plus 0,1, enfin voilà. Donc cette stabilité qu'on connaît depuis 2 ans, des prix, on n'a pas baissé. On pourrait se dire avec la crise qu'on a connue pendant 2 ans,
c'est étonnant, mais en réalité, on sait qu'avec l'offre et la demande, on a beaucoup de demandes sur nos secteurs, spécifiquement en Haute-Savoie, où on a un solde migratoire positif d'environ 1% de la population, ce qui est absolument énorme. C'est le plus important en France, ou un des plus importants, puisqu'on a à peu près 20 000 arrivées sur la Haute-Savoie chaque année et 10 000 départs. Donc ça veut dire 10 000 citoyens à loger chaque année en Haute-Savoie en plus. C'est un petit peu moins sur les autres départements. Donc tout ça explique que l'on n'a pas eu en fait de baisse, contrairement à des corrections de prix qui ont été constatées dans d'autres régions de France, comme la région parisienne, comme des grandes métropoles, comme Lyon, Nantes, Bordeaux ou autres, qui avaient connu des augmentations absolument énormes, mais qui ont payé un petit peu le revers de la médaille. Donc après, on aime bien vous présenter ce tableau qui est le top 20, toujours produit par le laboratoire économique du logement, le top 20 sur nos territoires. Donc tout confondu, c'est-à-dire top 20, ce top 20 est classé par rapport au nombre de ventes effectuées dans les communes. Après, on peut décliner avec d'autres informations, dont les prix. Également, on a un focus sur le taux de DPE, le pourcentage de DPE en E, F ou G, c'est-à-dire concerné par la loi climat et résilience et les mesures d'indécence programmées 2025, 2028, 2034, vous le savez. Donc sans surprise, c'est Annecy qui évidemment caracole, puisque c'est aussi maintenant Annecy grande commune, donc c'est la plus grande agglomération qui est devenue une commune en réalité maintenant, avec ses 1735 ventes effectuées sur les 12 mois glissés. Toujours arrêté à fin juillet 2025. Les prix, on voit que c'est quand même assez édifiant, 5 317 € le mètre carré. Alors bien sûr que pour certains, ils pourraient me dire mais j'aimerais bien trouver un logement à 5 300 € à Annecy. Évidemment, dans le carré d'or, sur les endroits les plus prisés, on va peut-être être plutôt à 10 000. Mais en revanche, là, il faut bien tenir compte que c'est Annecy avec les 44 communes. Donc, il y a aussi des endroits un petit peu moins prisés et tout ça vient un petit peu niveler les prix. D'autres communes sont aussi relativement dynamiques, comme Chambéry, sans surprise, les bassins de vie, plus gros bassin de la Savoie, bien sûr, Thonon-les-Bains, Aix-les-Bains, Annemasse. Voilà, donc je vous laisserai examiner un petit peu ces tableaux et d'analyser les chiffres en détail. Après, on va jusqu'à... on passe évidemment aussi par certaines stations qui sont... On y reviendra après avec un focus sur des tableaux concernant la montagne. Mais on a Chamonix-Mont-Blanc, la plaine tarentaise, les belles villes, c'est la vallée avec Val Thorens, etc., les Ménuires. Et d'autres pour Saint-Maurice avec évidemment les Arcs et la plaine tarentaise aussi, donc qui sont concernés dans ce classement, Megève, Morzine. Donc on voit bien qu'il y a quand même un gros volume de ventes dans nos territoires, aussi en station, sans surprise, puisqu'elles sont très attractives. Alors, le prix de vente moyen des appartements au mètre carré. Donc là, on vous présente cette slide avec des bassins de vie, puisque c'est des fois plus significatif que d'avoir uniquement des communes finalement, puisqu'on sait bien que c'est par bassin de vie que les gens se concentrent, là où ils trouvent du travail, là où il y a du loisir et où les intérêts sont concentrés. Vous voyez que le bassin d'Annecy, alors c'est pas le même prix, vous avez vu qu'Annecy, c'est un petit peu en dessous, parce que le bassin d'Annecy, c'est plus large, ça inclut Rumilly, donc l'Albanais, avec des endroits qui sont justement un petit peu plus excentrés, un peu plus loin, mais finalement assez pratiques et qui, on le voit en poupe, puisque ça permet de se loger avec des prix plus attractifs, et souvent vous pouvez concrètement avoir une pièce de plus pour le même prix, et pour une famille, c'est non négligeable. Alors on voit bien la disparité sur nos territoires, puisque dans l'Ain, avec la Bresse ou les Dombes, on est sur des prix ou l'avant-pays savoyard qui sont vraiment totalement incomparables avec le bassin d'Annecy, avec le bassin d'Aix-les-Bains ou avec le Léman. Ensuite, on a une slide avec le prix de vente moyen des maisons.
Évidemment, après, c'est moyen. Alors, là-dedans, on met tout. C'est maison mitoyenne, maison à rénover. C'est pas forcément des maisons de 150 ou 200 mètres carrés. Ça peut être aussi des petites maisons de 80 mètres carrés mitoyennes. Puisque, encore une fois, si vous venez me voir en me disant « mais moi, je voudrais une maison à Annecy à 560 000 €, c'est sûr que ça sera certainement assez compliqué. Mais, encore une fois, on raisonne en termes de bassin. Il y a aussi des parties un petit peu plus excentrées, un peu plus, on va dire, pas campagne, mais quand même pas Annecy ou Annecy-Vieux ou Verrier. Où là, évidemment, on est après sur des produits de luxe qui n'ont rien à voir avec ces prix-là. Donc, vous avez ces focus, et encore une fois, on peut comparer avec d'autres endroits comme la Vanoise, par exemple, à 240 000 €, ou la vallée de l'Arve, mais qui tire plutôt bien son épingle du jeu. Ensuite, on peut passer avec le marché de la location. Le marché de la location qui est toujours un vrai sujet sur nos territoires, puisqu'on sait qu'on est en zone tendue sur pratiquement, pas tout complètement, mais il y a beaucoup de secteurs qui sont en zone tendue sur nos départements, enfin spécifiquement en Haute-Savoie, également en partie en Savoie désormais, moins dans l'Ain. Donc les loyers par département, donc cette première diapo donc, concerne les baux signés. Donc les baux signés sur un an, donc ça veut dire que c'est une évolution depuis le premier trimestre 2024 jusqu'au premier trimestre 2025. Et là, nous avons des baux signés avec des prix moyens à... vous voyez, 15,10 € en Haute-Savoie, 12,83 € en Savoie, 13,16 € dans l'Ain, avec des évolutions, alors c'est un petit peu étonnant, très légère inflexion dans l'Ain, et autrement des augmentations de loyers sur les baux signés. On voit bien qu'ils ne sont pas énormes, mais qui sont quand même significatives, quand on augmente de 2,5 ou de 2,2, sachant que pour ce qui est des baux signés qui sont des renouvellements, on va dire des baux qui ne sont pas mis sur le marché sur une première fois, mais qui sont des relocations. Il faut bien savoir qu'en zone tendue, on n'a pas la possibilité d'augmenter au-delà de l'IRL, bien sûr, des revenus locatifs. Et par contre, quand vous avez de nouveaux biens qui sont mis sur le marché, eh bien, certains propriétaires bailleurs, on les comprend bien, veulent rentabiliser leur investissement. Et étant donné qu'il y a une offre qui est assez limitée, eh bien, et qu'une demande est relativement forte, donc évidemment, ça c'est très, très logique et c'est le b.a.-ba. On sait bien que ça permet de mettre des prix plus élevés et que vous avez des gens qui ont un pouvoir d'achat qui permettent de louer ces biens, puisque de toute façon, ils veulent être correctement logés et qui n'ont pas vraiment le choix finalement. Donc tout ça tire un petit peu les prix vers le haut, même si c'est finalement pas si exorbitant que ça comme hausse. En termes de vacances, on voit bien que spécifiquement en Haute-Savoie, 2,2, c'est faible. Sur certains territoires, c'est même encore moins que ça. Si on regarde Annecy, on est plutôt à moins de 1% en termes de vacances locatives. Donc sans surprise, on a un secteur qui est extrêmement tendu, on manque de logements et aujourd'hui on a même plus de difficultés à pouvoir loger nos concitoyens. Pour en discuter quelquefois avec des grands patrons du secteur, ils sont même découragés quelquefois de créer de nouveaux sites de production sur nos territoires parce qu'ils savent qu'ils auront du mal à loger leurs ingénieurs, leurs techniciens et qu'ils sont des fois encouragés à pratiquement délocaliser. Donc c'est un vrai sujet puisque même si nos départements sont attractifs, de par le tourisme bien entendu, mais également par l'économie qui est riche, par l'apport également du phénomène frontalier et du dynamisme de la Suisse. Mais au final, si on ne sait pas loger eh bien nos salariés, nos entrepreneurs également, enfin toutes les personnes qui nourrissent le tissu économique, eh bien on peut avoir un revers évidemment de la médaille et à un moment donné connaître des difficultés. Le marché locatif par bassin de vie, donc là, encore une fois, on aime bien vous parler de bassin de vie puisque c'est quand même assez représentatif par rapport à une commune. Donc on voit bien que toujours en beau signé, il y a de l'équilibre, il n'y a que les vallées de la Vanoise qui sont légèrement en baisse, mais autrement on a légèrement des hausses ou de la stabilité sur le bassin d'Annecy qui est déjà à des prix quand même moyens à plus de 15 € le mètre carré, ce qui est important.
Et on peut désormais passer au marché de la montagne. Donc je vais passer la parole à Bérangère. On va intervertir nos places. Oui, merci. Voilà, merci. Que dire, la montagne se porte bien. Aujourd'hui encore, on va démarrer la nouvelle saison. Avant de parler de la nouvelle saison, on va déjà finir sur la saison en cours. Donc, un marché qui continue d'être dynamique, notamment sur nos stations grand domaine. Donc, c'est les stations où on a de la neige encore en altitude pendant très longtemps. C'est vrai qu'il commence à y avoir un gap entre les stations village et les stations grand domaine, puisque nos clients, en tout cas, ont toujours de l'appétence pour venir continuer de faire du ski. On voit bien que l'enneigement sur nos stations est de plus en plus complexe sur les basses altitudes. Et donc, on a des stations qui attirent, comme je prends souvent l'exemple de Pézé-Valandry, mais qui est une station village, mais qui amène vers les grands domaines et qui permet d'aller skier directement. Donc, on continue d'avoir un marché très dynamique sur le marché, évidemment, du luxe, qui continue d'être un marché, en fait, de résidence secondaire, avec des futurs propriétaires qui n'ont pas de problématique de financement. Donc, ça fait partie, évidemment, de ça. Et puis, sur un marché qui est plus, entre guillemets, moyen de gamme, par rapport à la montagne, on peut le dire comme ça, mais qui reste malgré tout important, puisque Val d'Isère, on va le mettre sur le marché du luxe, mais on voit que Val d'Isère continue de flirter avec plus de 14 000 € le mètre carré sur l'existant. Courchevel, à mon avis, si on n'observait que la partie Courchevel 1850, il est fort possible qu'il soit légèrement au-dessus de Val d'Isère. Mais bon, là, c'est notre calcul qui est Courchevel avec les différents domaines de la station qui font qu'on pondère le prix. Voilà, et puis, malgré tout, on constate quand même que les stations de Tarentaise restent dynamiques. On a aussi en volume, on le voit sur la Plagne. La Plagne, par exemple, ça reste la station qui fait le plus de volume de vente aujourd'hui. Alors, c'est intéressant de l'observer, la Plagne-les Arcs, pour quelle raison? Parce qu'en fait, c'est des stations qui ont un prix moyen au mètre carré qui est peu ou prou autour des 5 000 €. Et donc, on a encore de l'accession à la propriété de premier achat pour de la résidence secondaire, puisqu'on a vraiment les gens qui souhaitent acheter, et c'est ce qu'on observe nous en agence immobilière. Nos clients, ils achètent pour pouvoir profiter malgré tout de leur séjour à la montagne. C'est pas uniquement un investissement locatif type hôtelier ou para-hôtelier, c'est en priorité pour pouvoir venir passer quelques semaines dans l'année de vacances à la montagne, confiant effectivement la gestion des autres semaines à l'agence immobilière. Et donc, quand on a nos clients qui arrivent sur des stations comme La Plagne, les Arcs, où effectivement le domaine skiable est adapté et propose aussi de l'activité dite 4 saisons, mais des activités autres, l'hiver, des activités autres que le ski, et sur l'été principalement, des activités diverses qui permettent de faire en plus de la randonnée, qui du VTT de descente, qui de la piscine, puisqu'ils développent des grands complexes de bien-être, etc. Donc voilà, et qui restent en premier achat à un prix qui est acceptable. Donc ils achètent un petit studio pour commencer, et ensuite ils vont évoluer vers des tailles plus importantes. Alors, ce qu'on a pu observer ces derniers temps, c'est qu'effectivement, on va pas se mentir, on doit avoir 70 ou 75% de nos logements en station qui sont F ou G. Parce que vous mettez le même appartement construit à la même époque et selon les mêmes procédés constructifs dans le sud de la France, il sera toujours mieux classé que nous, c'est normal. On a l'effet évidemment de la montagne. Et donc, ça rentre non pas en frein à l'achat, mais ça peut rentrer dans la discussion du prix. Mais on voit bien que nos prix sont plutôt stables, donc malgré tout, ça n'a pas un impact fort. Et finalement, on est aussi sur une clientèle qui va commencer, mais je ne vais pas dévoiler ce que Louis va vous dire tout à l'heure, une clientèle qui se pose vraiment la question petit à petit de la rénovation, et on verra dans quels critères la loi Le Meur peut nous avoir aidé autour de ça. Prix, donc on reprend, et je ne vais peut-être pas vous les découler puisque vous les détaillez on reprend les prix entre la Savoie et la Haute-Savoie, principalement. Et on voit effectivement que sur les stations haut-savoyardes, on a exactement les mêmes effets, avec effectivement Megève qui continue d'être une des stations les plus chères au prix au mètre carré, mais aussi une clientèle de Haute-Savoie qui, sauf sur les très grands domaines, proportionnellement commence à se poser la question de savoir s'il ne faut pas acheter sur les stations de Tarentaise parce que plus d'enneigement, parce que station plus haute. Donc ça, c'est des choses qu'on commence à observer. Après, quelle est notre clientèle? Notre clientèle est pour partie étrangère principalement européenne. Donc on a retrouvé cette année
une clientèle effectivement d'Europe du Nord. Les Anglais sont quand même un peu plus dans la difficulté. On sent qu'ils sont plus revendeurs qu'acheteurs en ce moment, parce que Brexit, la crise qu'ils connaissent eux aussi, et qui a effectivement impacté sur leur process d'achat. Après, effectivement, on peut se poser, on va faire une petite ouverture sur la prochaine saison. Alors, par rapport à d'habitude, je vais pas vous donner le taux de remplissage à venir de la future saison, puisqu'on attend les résultats de G2A. Leur conférence est demain, donc voilà. Par contre, je peux vous en donner une tendance. La saison d'hiver à venir, 2025-2026, c'est plutôt très bonne. On est en avance de remplissage par rapport à l'année dernière à la même époque. Ça ne veut pas dire qu'on va faire un très bon remplissage. Pour l'instant, on est juste en avance avec 2 semaines qui sont tendues. C'est la semaine 7 et la semaine de Noël. La semaine de Noël, c'est souvent le cas. La semaine 7, c'est parce que le calendrier scolaire avec la position des vacances des Parisiens joue là-dessus, avec des clients qui sont en attente effectivement de l'enneigement pour pouvoir démarrer. Mais en tout cas, on a pour la saison 2025-2026 plutôt encore une grande appétence sur le remplissage et sur le fait qu'on a de plus en plus de clients qui viennent sur nos stations grand domaine avec un taux de remplissage qui est de plus en plus important. Voilà pour la saison. Je sais que souvent vous me posez la question de est-ce qu'on observe l'impact des JO. Pour l'instant, c'est vraiment très tôt pour le dire. Aujourd'hui, on est plutôt sur l'équilibre habituel des clients qui ont envie de venir passer du temps à la neige, pas forcément que pour faire du ski, mais passer du temps à la neige en saison d'hiver et qui continuent d'avoir une forte appétence sur la montagne. Le diagnostic de performance énergétique, vous en avez l'habitude désormais. On rabâche, mais le calendrier, lui, continue d'avancer. On avait commencé à évoquer les enjeux donc, du calendrier de la loi climat en copro. Ça fait déjà, vous voyez, 2 ans. Donc au 1er janvier 2023, donc avec plusieurs, on va dire, échelons dans le temps, notamment en fonction de la taille des copropriétés. Et tous les enjeux, puis les freins que ça peut aller. Après, on pourrait digresser sous contrôle de Loïc Quentin sur la rénovation énergétique, mais là, on y est encore dans quelques heures. Avec le fait que notre fédération et nous, syndic de copropriété, sommes très moteurs là-dessus. Les freins qu'on peut avoir, c'est la complexité, et puis effectivement, le fait que ce sont des dossiers qui concernent tous, mais malgré tout très chronophages et qui mériteraient qu'on puisse le valoriser de notre côté. Donc je ne vais pas m'y étendre sur 2026, donc à partir de l'année prochaine, vous l'avez remarqué, on arrive sur la fin de ce calendrier, puisque finalement pour toute taille de copropriété, obligation du DPE, élaboration d'un projet pluriannuel de plan de travaux, le PPPT, désormais sur les grosses copropriétés, limite, on en est c'est plus l'élaboration, c'est donc la validation non plus d'un projet de plan pluriannuel de travaux, mais d'un plan pluriannuel de travaux à mettre en œuvre. Donc je vais vous faire grâce de tous les détails et on va plutôt parler de ce qui va nous intéresser, puisque l'année dernière, la loi n'était pas parue, si vous pouvez avancer sur les slides. C'est sur donc, les outils qui ont été mis à disposition des syndicats de copropriété vis-à-vis notamment dans des zones tendues comme la nôtre, des outils qui peuvent être mis en œuvre pour les syndicats pour aller réglementer et réguler en gros les meublés de tourisme. Effectivement, nous, les impacts sont forts dans nos régions, notamment en montagne, et puis même dans des villes comme Annecy, hein, je parle pour ma paroisse. Donc cette loi Le Meur qui a été disposée le 19 novembre 2024 vient modifier la loi de 65. Alors, sur la fiscalité, effectivement, éventuellement, Loïc, je ne sais pas si vous voudrez en parler plus tard. Moi, je vais plutôt parler au niveau de la réglementation et des pouvoirs élargis. Alors, pas pour les maires, mais plutôt pour le syndicat. Tant qu'on y est, on va le faire. Sur la fiscalité, donc, le but était avéré d'aligner la fiscalité des meublés de tourisme sur celle des baux classiques, hein, donc au niveau des abattements et des plafonds. Pour les meublés classés, ce qui nous concerne également, abattement de 50% jusqu'à un plafond de 77 700. Et puis, oui, voilà, on n'a pas les anciens chiffres. On n'a pas les anciens chiffres, mais c'est quand même un élément qui est important. C'est-à-dire que malgré tout, les abattements fiscaux sur le meublé de tourisme ont été fortement diminués. On en parlait également, c'est l'obligation de DPE classé AE pour les nouveaux meublés dès novembre 24. Vous avez vu sur les slides de la montagne, on a quasiment 60-70% des logements qui sont concernés. Donc il y a des vrais enjeux
en montagne de rénover énergétiquement, sachant qu'il n'y a pas d'aide sur des résidences secondaires. Il va y avoir des vrais choix, et je pense contraints ou forcés, pour les personnes qui ont de la résidence secondaire ou qui louent en meublé en montagne, de procéder, alors non plus avec la carotte comme vous le disiez, mais avec le bâton, à une rénovation profonde de leur logement. Sachant qu'il y a certaines communes qui, malgré tout, ont décidé de prendre un arrêté municipal pour imposer la déclaration de classement tout de suite, pour les mettre directement dans l'obligation du DPE, non pas que pour les nouveaux, mais pour certaines communes où la tension, en fait, qui pouvait avoir une tension forte sur la location à l'année, et la location touristique étant potentiellement plus rentable, prenait le pas, et ont pris d'ores et déjà un arrêté municipal pour imposer cette déclaration, et ils ont tendance à retoquer les FEG. C'est vrai qu'il y avait une vraie anomalie d'imposer ça aux résidences principales, et pour les bailleurs dont les locataires ont leur résidence principale de l'interdiction de loger, et pour les Airbnb, c'était pas applicable. Et c'est vrai que ça creusait encore plus l'écart au moment où justement on veut créer un statut de bailleur privé et encourager les personnes à louer à l'année, de dire que ce n'était pas applicable aux personnes qui faisaient vulgairement du Airbnb, de la location de courte durée et du meublé de tourisme. Donc je trouve que c'est une bonne chose d'avoir pu corriger ça, et je pense que ça va avoir, et on le sent, on discutait avec des cabinets de maîtres d'œuvre en montagne, il y a une vraie prise de conscience en tout cas de ces enjeux-là. Sur les pouvoirs élargis pour les maires, donc là on passe un peu sur du droit public, mais effectivement des obligations nées de la loi, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, donc effectivement il y a une obligation de déclaration préalable auprès du maire, ou sur Annecy par exemple au service de la taxe de séjour, où est situé le meublé. Le maire également, je parle encore pour la commune d'Annecy, a décidé de limiter en nombre le nombre de locations autorisées en fonction de l'emplacement. Les fameux quotas, oui, pardon. Ouais, juste pour un petit point, c'est qu'effectivement, cette obligation de déclaration, et cette déclaration est faite pour les propriétaires qui le font au travers de nos agences, puisque nous, évidemment, on les impose. Et après, on se retrouve aussi avec des meublés touristiques qui vont sortir des radars de l'officialisation, puisque quand ils ont une interdiction de louer, ils vont essayer de le louer par eux-mêmes. En location touristique, c'est un petit peu plus complexe, mais parce qu'il y a quelques gestions à faire. Chacun son métier, oui, effectivement, et on vous remercie de vous en charger. On peut peut-être aller sur le slide suivant qui va concerner un petit peu plus l'impact dans les copropriétés. Donc, dès lors, alors oui, dans le neuf, effectivement, désormais doit être disposé au moment de l'établissement du règlement de copropriété une mention sur l'autorisation ou non des locations de meublés de tourisme. Peu importe la durée et peu importe le fait que ce soit une résidence principale ou non. Donc désormais, un immeuble neuf sort de terre. Quand ils arrivent à sortir, on dispose dans le règlement, on stipule dans le règlement de copropriété si c'est une possibilité ou non. Pour les copropriétés existantes, ce qui va être le cas de la majorité des immeubles, on a désormais une possibilité pour le syndicat des copropriétaires, sous certaines conditions, a une possibilité qui lui est ouverte d'interdire, alors la majorité de l'article 26, je vous fais grâce des calculs, donc vous l'avez d'ailleurs, les 2/3 des voies, et pour 10 copropriétaires, 5+1, je vous simplifie. On peut interdire la location de meublés de tourisme pour les résidences qui ne sont pas des résidences principales. C'est-à-dire que quelqu'un qui achèterait, et je le vois un petit peu comme ça, cette loi, je le vois pour éviter que des personnes achètent dans des résidences dans l'idée, avant même l'achat, d'y faire une activité régulière de meublé de tourisme. Là, on ne va pas aller viser, je pense à un copropriétaire qui est 6 mois de l'année en montagne, 6 mois de l'année à la mer, dont la résidence principale est dans l'une des deux. Il n'est pas concerné par cette interdiction. On a un petit peu de recul désormais sur cette loi. Alors je parle pour moi, dans notre cabinet, on en a validé quelques-uns de ces mentions, donc qui sont à publier évidemment chez le notaire avec un modificatif pour que ce soit opposable au tiers. Effectivement, ça pourrait être un argument qui est mis en avant, puisqu'effectivement, on va aller restreindre le droit de propriété sur ces lots privatifs d'un copropriétaire. Aujourd'hui, c'est une possibilité qui s'ouvre aux syndicats. Je pense qu'il y a des immeubles qui sont adaptés à cette pratique, surtout dans des zones où il y a peut-être un manque. Et puis c'est vrai qu'on tire beaucoup sur le Airbnb, le meublé de tourisme.
Mais c'est vrai qu'il y a d'autres problématiques, la multipropriété, enfin on ne peut pas trop digresser, les logements vacants, les successions, les logements vides, les résidences secondaires. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la loi Le Meur nous permet, en tout cas sur cette problématique qui peut être surtout liée à des tensions entre occupants liées à des négligences ou des problèmes de voisinage, d'aller légiférer en droit privé. Sur les numéros d'enregistrement, vous en parliez, donc je ne reviens pas là-dessus. Et je crois que c'était le dernier slide, si je ne vous dis pas de bêtises. Ah ben non. Ah, le changement d'usage, effectivement. Cette possibilité d'interdire, elle est soumise donc au fait, on ne touche pas aux résidences principales, mais effectivement à la destination et à l'usage du lot. Il s'agit d'empêcher quelqu'un dont l'usage, on va dire, originel du bien est un appartement, d'aller en changer l'usage pour finalement un local commercial, puisque le meublé de tourisme, on va pouvoir l'assimiler à ça. Qu'est-ce qu'on disait? Louer au maximum 120 jours par an, voire 90 jours en fonction des municipalités qui ont aussi ce pouvoir-là d'aller réduire la durée de nuitée sur une année civile. Et puis l'autorisation de changement d'usage. Donc là, effectivement, on retouche à nouveau à du droit public, puisque c'est quelque chose à aller demander en mairie, peu importe la durée de location. Le but du jeu, c'est de laisser un usage du bien, peut-être à usage professionnel, je le redis, commercial ou à usage d'habitation. Aujourd'hui, un local à usage d'habitation, comme son nom l'indique, n'est pas un usage commercial, on n'y met pas un commerce, on assimile la logement de tourisme à du commercial, on ne fait pas du Airbnb, je dis Airbnb à chaque fois, il faudrait que je dise d'autres noms, Abritel et puis meublé, comme à la télé, le meublé de tourisme, dans des lots dont l'usage n'a pas été prévu à l'origine pour cette pratique. Un petit point qu'on a passé vite aussi dans la loi Le Meur, c'est le pouvoir pour les maires de créer des servitudes d'usage de résidence principale sur les territoires. Alors le maire de Chamonix, puisque là on est vraiment sur ça, on a fait effectivement, c'est la seule pour l'instant à ma connaissance qui a été votée. Pour avoir rencontré d'autres élus qui tendent vers le faire, l'objectif c'est quoi? C'est de créer du logement pour les habitants et pour les saisonniers aussi, du logement plutôt permanent. Et l'usage de résidence principale, il permet effectivement d'avoir soit de l'investisseur qui va louer en location à l'année, donc on n'interdit pas l'investissement locatif dans ce cadre-là, soit du propriétaire occupant. L'intérêt de ça, c'est de pouvoir limiter effectivement toutes les constructions et en assurant la location, enfin l'habitation permanente du logement. La difficulté qu'on rencontre, pour avoir rencontré aussi des propriétaires qui trouvent ça parfaitement injuste parce qu'ils ne vendent pas leur terrain le même prix que quand c'était de la location touristique, puisque la rentabilité n'est pas la même. Et donc on est, je pense, à la croisée des chemins, et peut-être que après les prochaines municipales, ce sera plus facile. Mais malgré tout, ça fait partie du pouvoir des maires, et pour rencontrer des élus de montagne qui sont vraiment confrontés à ces problématiques-là, même s'ils n'en ont pas encore pris les décisions, ils commencent à se poser la question pour assurer aussi le logement des saisonniers et des permanents sur les territoires. Donc c'est quand même une loi qui a un impact fort à terme à la fois sur la rénovation des logements et à la fois sur l'usage des logements qu'on veut faire à terme. Le nom de la loi, c'est vrai qu'on ne l'a pas remis en entier, mais c'était régulation des meublés de tourisme dans les zones très attractives et touristiques. On parle de la Haute-Savoie puisque ça nous touche, mais d'autres régions en France le sont également. On peut penser dans le sud, également dans les régions du sud-ouest vers Biarritz ou tout ce qui est la côte bretonne. Donc c'était très adapté, et puis c'était surtout très ciblé à la base pour des régions où justement la nouvelle population qui arrive a du mal à se loger entre le parcours bloqué à l'achat dont vous parliez tout à l'heure et le fait que finalement des résidences principales et des lots d'habitation soient finalement retirés du marché pour un usage qui n'était pas adapté à la base. C'était surtout, je pense, l'objet de la loi, et puis la teneur de la loi était partie de ce fait-là. Merci Louis. Donc je pense qu'on peut peut-être donner la parole à Loïc en lui donnant peut-être le micro pour avoir peut-être un éclairage un peu plus large au plan national de la situation économique et du logement plus spécifiquement. Merci Sébastien, bonjour à toutes et tous. C'est vrai que, alors je ne vais pas revenir sur la conférence de presse, je dirais que ce constat il est largement partagé par notre fédération, et aujourd'hui on vit certainement un moment historique, à la fois sortant d'une crise de l'immobilier, parce qu'on l'a vu dans ces chiffres, le marché va mieux, il va mieux sur la France entière,
avec un atterrissage, je dirais, des transactions à la fin de l'année à 940 000 transactions, alors que nous étions à 860 000 transactions à fin 2024. C'est-à-dire que le marché, finalement, se sort de la situation dans laquelle il était sans intervention de la puissance publique. Parce qu'il y avait une puissance publique qui était efficace et opérante et compétente, on l'aurait vu, en réalité, le marché s'en est sorti seul. Ce qui veut dire que le marché de l'immobilier, du logement, le parc existant, s'en est sorti seul. Donc ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de puissance publique pour gouverner, parce que nous avons au contraire besoin d'orientation forte, parce que ce qui se présage et ce qui se profile devant nous, c'est pas la crise de l'immobilier qui est derrière nous, mais c'est la crise du logement. Et c'est tout autre chose. C'est notre incapacité révélée à asseoir et à assurer une production de logement qui correspond aux besoins d'une population qui est en demande et qui est même parfois en souffrance. On vit une période historique que nous n'avons jamais rencontrée. C'est pas notre profession qui est à plane. C'est l'accès des Français au logement, tout simplement. L'an dernier, nous avions dit que la crise du logement et l'offre de logement étaient dramatiques parce que, je dirais, des étudiants refusaient à leurs études ou choisissaient leur université en fonction du logement qu'ils avaient d'abord trouvé. Aujourd'hui, on assiste à des étudiants qui logent dans des campings pour pouvoir suivre leurs études. Est-ce que c'est digne d'un pays comme la France? Il y a 7 ans, 8 ans, le président Macron avait dit « plus personne ne dormira dans la rue ». Nous avons plus de personnes aujourd'hui à dormir dans la rue, et nous avons 350 000 SDF, et dont 30% d'entre eux ont un travail. Ce n'est donc plus aujourd'hui le travail qui est le facteur d'exclusion, mais le logement. La crise du logement, elle est là devant nous, à la fois sur le social, le parc locatif social, le parc locatif privé, l'accession à la propriété, une profession de promoteur qui est en grande difficulté et incapable, en raison, je dirais, d'un laisser-aller et d'une absence de contrôle sur un mode de production de l'immeuble qui va plonger l'État et la France dans une insuffisance et une rareté inégalée et historique. Alors bien évidemment, dans ce moment, on ne va pas dire qu'on ne légifère pas. On surréglemente. On surréglemente sans, et en perdant de vue, finalement, quel est l'objectif à atteindre. La surréglementation, mais il y en a une qui est évidente. Je le disais ce matin en Assemblée générale, la France est le seul pays d'Europe à avoir transposé une directive européenne visant à ce que l'indécence énergétique prenne pied, prenne racine dans notre pays. Oui, la décarbonation du parc immobilier est un enjeu stratégique au niveau européen à l'horizon 2050, mais rien ne contraignait ou obligeait le législateur à accompagner cette rénovation d'une sanction. La sanction, elle pèse sur tous les propriétaires qui sont bailleurs. Et n'oublions pas, et je pense qu'il faut le rappeler aux législateurs sans arrêt, mais à un moment, il faut un courage politique. C'est pas de l'opportunisme ou de la démagogie dont nous avons besoin, c'est un vrai courage politique. Et de se dire que dans 2 ans, nous allons avoir 1 100 000 logements issus du parc locatif composé de 7 200 000 logements qui risquent de sortir de l'offre de parc locatif parce qu'ils sont indécents énergétiquement. Que beaucoup de Français aimeraient d'ailleurs habiter et louer. L'indécence, ça n'est pas ça. C'est un abus de langage. C'est une déformation de l'histoire. Et nous, Fédération, on demande à suspendre cette indécence énergétique. On ne peut pas entendre ce refrain. À un moment, les députés à l'Assemblée nationale, au travers des 11 groupes parlementaires, devront avoir le courage de leurs actes, et se dire, il faut rétropédaler, nous n'atteindrons pas cet objectif. Oui, nous sommes pour une décarbonation, oui, nous sommes pour une rénovation énergétique, mais pas faire peser la sanction sur des propriétaires bailleurs, d'ailleurs, de logements de longue durée. Quand on regarde la loi Le Meur, et si je vous disais, d'ailleurs je l'ai dit à la députée elle-même, ce que nous avons fait au travers de la loi Le Meur, c'est tout simplement déshabiller la première loi de finances de 2018 du gouvernement Macron qui avait accordé des avantages jusqu'à 71% d'abattement, qui n'existaient pas auparavant, des avantages fiscaux exorbitants, je dis bien exorbitants, complètement déconnectés de la réalité, du parc locatif, de la structure du parc locatif français, et qui ont conduit beaucoup de Français à finalement abandonner la location de longue durée pour de la location meublée, au profit d'un statut fiscal qui leur allait mieux. Je crois que l'État doit réglementer, oui, mais faire attention où il va. Et il faut une étude d'impact réelle dans le cadre de ces mesures.
Ah, vous savez, aujourd'hui, je pense à mon confrère qui est syndic de copropriété, Sébastien aussi, moi je suis syndic de copropriété, faire ce métier, c'est très compliqué. Très compliqué parce que la loi Le Meur, dans une commission mixte paritaire, avait accordé dans sa plus grande largesse une dérogation. Mais quelle dérogation? Nous, syndics de copropriété, on nous demande de voter des travaux de rénovation énergétique pour sauver de l'indécence un parc locatif libre, de longue durée, des logements nus. Très souvent minoritaires dans une copropriété. Mais il faut convaincre les copropriétaires qui eux habitent, qui ne sont pas concernés par l'indécence. En réalité, il y a une dualité dans la politique française. Le logement, il est indécent quand il est occupé par un locataire, et il n'est pas indécent quand il est occupé par son propriétaire. Quelle est cette politique publique? Les bons et les mauvais. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas le nôtre. Et cette commission mixte paritaire a inventé le mariage à trois. Pourquoi le mariage à trois? Parce qu'on a dit dans cette commission paritaire que finalement, on allait déroger aux locations touristiques et de courte durée l'obligation de rénovation énergétique en leur permettant de différer cet engagement en 2034. Le mariage à trois. Syndic de copropriété composé avec des propriétaires occupants qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas concernés par l'indécence, qui n'ont pas forcément les moyens. 17% des propriétaires ont plus de 80 ans. Ils s'en fichent complètement de la rénovation énergétique. C'est de l'éducation, c'est de la pédagogie qu'il va falloir faire. Des propriétaires bailleurs qui ne peuvent plus louer, qui ont le seul souhait, c'est de vendre. Et des copropriétaires en Airbnb, ils sont complètement désintéressés par ce dispositif puisqu'ils n'ont cette contrainte que jusqu'en 2034. Oui, je crois que notre pays, l'hyper-réglementation fait que finalement on ajoute des couches et des couches à un système qui a montré toutes ses limites. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà pourquoi il y a une vraie crise du logement qui se profile devant nous parce que je dirais que nos politiques publiques n'ont pas été à la hauteur des ambitions qui devraient être les nôtres de pouvoir permettre aux Français d'avoir un toit sur la tête. Et je crois que c'est d'urgence nationale. La devise de la FNIM, c'est agir pour le logement, mais le logement pour tous, que ce soit le logement social, le logement privé, l'accession, la promotion, il faut veiller à cet équilibre. Nous sommes déçus, totalement déçus de ce que nous avons connu depuis 2 ans. Ne pas être entendu, ne pas être écouté, être ignoré au nom de dogmes, d'une idéologie. Nous, on est pragmatiques. Il faut être réaliste et avoir du bon sens. Et je crois que c'est ce qu'on demande, notamment, c'est notre vision que l'on essaie de partager le mieux possible dans une période très compliquée sur un plan législatif et réglementaire. Je crois que Thierry a... Il y a les interviews et après on a une conférence qui va enchaîner. Voilà. Donc merci beaucoup de votre participation et on reste à votre écoute.